c'est parti, donc on va commencer un petit tuto ultramarine. Alors ultramarine, pourquoi? Déjà parce que ça vous fait tous chier, voilà. Je sais que vous aimez pas les ultramarines, gna gna gna, c'est les poster boys, gna gna gna, sont trop vanille, gna 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 gna. N'empêche que c'est une figurine emblématique de Games Workshop, sont trop vanille, 40K, et gna 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 gna, à tel point que ça en devient un petit peu une icône de la culture pop. On voit ce Space Marine arriver sur différents supports, et souvent quand vous parlez de Warhammer à un non-initié, la première image qu'il va avoir en tête, c'est un ultramarine. C'est aussi la première figurine qu'on peint généralement quand on va faire une démo peinture dans un magasin. La première figurine que l'on va souvent peindre quand on débute à 40K avec une boîte de démarrage, un petit matos de peinture. Et je trouve intéressant de faire un petit tuto. Alors déjà parce que ça permet de surfer sur la nouveauté, parce que je pense qu'à l'intérieur vous avez plein de méthodologies et de façons de faire qui sont intéressantes pour débuter, que ce soit pour le montage, la préparation ou les premières astuces de peinture. Quelque chose qui peut être comment les faire simplement, les faire rapidement, les faire de telle ou telle manière. Méthodologie un petit peu à la mode, comme le grimdark ou autre. Là, j'ai envie de les faire avec mon approche de la peinture. J'espère pouvoir en profiter pour vous apporter d'autres éléments, d'autres informations, notamment peut-être sur la dilution ou la manière d'appliquer les couleurs, et peut-être une méthodologie un peu plus personnelle, un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, dans le but d'essayer de vous donner de nouvelles cordes à votre arc pour réussir. Je ne pense pas que je vais utiliser de l'huile dessus parce que j'en utilise moins. C'est pour répondre à Godzilla. J'ai tendance à en utiliser un peu moins, même si c'est très bien et que j'adore ça. Ces derniers temps, j'en utilise un peu moins. Donc, j'ai une figurine qui d'abord est entièrement peinte en noir et j'ai envie de partir sur ce support. Ici, pas de pré-ombrage. Je vais pas commencer à faire des brossages blancs ou du pré-ombrage blanc, mais je vais partir directement sur des aplats de bleu. Aplats que je pourrais très bien faire au pinceau. C'est absolument pas un souci. Et que je vais faire à l'aérographe simplement par principe de rapidité. Vous allez voir que les premiers aplats, je vais même pas utiliser la capacité de l'aéro à faire des dégradés ou à faire des ombres en projetant de la peinture sous un certain angle. Je vais vraiment utiliser l'aéro pour refaire ma figurine tout en bleu. Ce qui va me permettre de retomber sur le bleu ultramarine de base. Euh, donc c'est quelque chose que vous pourriez tout à fait faire avec vos pinceaux, hein. Il suffit de faire des jolis aplats, que vous pouvez faire avec vos pinceaux de brossage, etc. Là j'utilise juste l'aéro parce que bah, j'en ai un, que je kiffe ça, et que ça me fait gagner un petit peu de temps. Avant tout, pour ceux qui utilisent un pinceau, je vais quand même vous montrer ma méthode de base, si je devais le faire au pinceau. La première couleur que je vais utiliser pour ces Space Marines, c'est le Dark Blue, voilà, qui je pense sera ma couleur ultramarine de base. Voilà, j'en mets un petit peu sur ma palette, une petite goutte comme ça. Et côté dilution, je vais chercher une peinture qui va être légèrement, qui va être plus fluide. Je vais chercher à fluidifier ce que j'ai posé sur la palette, sans avoir trop de transparence. Voilà, vous voyez que là sur la palette, le produit est tout de suite plus fin, plus fluide, plus étalé. On n'a plus la viscosité de la peinture qui la maintient en volume sur la palette, on a quelque chose de liquide, voilà, qui s'étale. Mon point de dilution que je veux avoir quand je vais chercher à faire des aplats, donc un aplat c'est quand j'essaye de remplir une case de peinture d'une couleur homogène et fine, c'est cette dilution où voilà, quand je la passe sur mon chiffon, je vois que j'ai une légère absorption. On voit que par capillarité, le sopalin absorbe l'excédent d'humidité, mais c'est pas transparent. Je reste avec une couleur qui est fine mais opaque. Je peux diluer beaucoup plus ma peinture, aller sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Ok, là je commence à rentrer dans des zones qui vont me permettre de faire des lavis, des glacis, ou des aplats en multipliant les couches. Et là, vous voyez que quand je passe mon sopalin, déjà la couleur est beaucoup moins franche et on voit que le sopalin absorbe d'autant plus le produit par capillarité. Donc voilà, ce que je vais chercher, c'est cette fluidité tout en conservant l'opacité. Et je vais remplir mes cases en faisant des couches fines.
et les plus homogènes possibles. Donc, une couche fine. On voit qu'il y a une légère transparence, mais j'essaye d'être homogène quand même. Je vais attendre que cette couche sèche. Tant qu'elle est humide, il ne faut pas la retoucher, sinon on risque de déplacer les pigments qu'on vient de poser, de créer un trou qui va jouer contre la finesse et l'homogénéité qu'on essaye d'avoir. Donc on attend que le rendu soit mat. Tant qu'on a cette brillance, cette humidité, on ne repasse pas par-dessus, on attend. Soit on accélère le séchage avec un coup de sèche-cheveux, soit on en profite pour peindre d'autres zones de la figurine, soit on attend patiemment le temps que ça sèche. Vous voyez que ça sèche assez vite, en quelques secondes. Voilà, on est arrivé au rendu mat. Et donc là, je vais pouvoir repasser une deuxième couche de peinture, toujours fine et homogène, attendre qu'elle sèche, et voir si j'ai besoin de passer une troisième pour le coup, ou une quatrième couche de peinture. C'est comme ça qu'on fait un aplat au pinceau, et c'est ce qui, si je veux peindre ma figurine, me permet de faire un aplat homogène et fin. Donc là déjà en une couche sur du noir, j'ai quelque chose d'assez propre. Et on peut voir encore un petit peu poindre le noir par endroits. Voilà, on attend bien que ça sèche. Et encore une fois, si vous voulez gagner du temps, le sèche-cheveux est votre ami. Première couche, deuxième couche, éventuellement troisième couche s'il y a besoin. J'essaye de ne pas redéplacer les pigments que je viens de mettre outre mesure pour pas créer des trous. Mais je fais quand même en sorte de bien étirer ma peinture et avoir quelque chose d'étalé. J'évite de laisser des accumulations ou des pâtés. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont je peindrais ma figurine si je devais faire un aplat au pinceau. Mais on va la faire à l'aéro parce que c'est un peu plus rapide. Et puis parce que j'aime bien cet outil-là. Je vais mettre un petit peu de peinture. Généralement, pour faire des aplats de peinture avec de la peinture AK, alors j'utilise full produit AK, hein, peinture AK, diluant AK, c'est les meilleurs combos que j'ai trouvés. Je vais être sur un ratio entre moite-moite, je trouve que c'est pas assez dilué, mais au moins moite-moite, jamais en dessous. Et je vais essayer d'aller jusqu'aux 2 tiers. 2 tiers de diluant pour 1 tiers de peinture. À peu près. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien avoir un repère de quantité. Maintenant, encore une fois, j'essaye d'avoir quelque chose de fluide. Donc là, je regarde que ma peinture soit bien fluide, mais qu'elle reste opaque. Quand je la fais glisser le long du godet, je ne veux pas voir le métallique du godet apparaître, mais je veux quelque chose qui soit aussi fluide et liquide que de l'eau. Je ne vais pas chercher une épaisseur, ok ? Je fais toujours un petit test à côté pour voir comment ça marche, si tout va bien. Et je vais peindre ma figurine en bleu. Je fais des petits cercles pour être sûr de toucher l'intérieur aussi de la figurine, toutes les zones, tous les recoins. Et je construis un bleu bien solide. Bien homogène, j'essaye d'avoir la même nuance de bleu de partout. Je fais attention à ne pas arriver sur des zones trop humides. Là, ça commence à être un peu trop humide, donc il va falloir que je laisse sécher. Si j'insiste trop sur ces zones-là, je risque de commencer à créer des coulures, des traces ou des surépaisseurs. Voilà, je commence à avoir un beau bleu. En termes d'homogénéité, c'est pas encore complètement homogène. Donc je vais tenter de refaire encore une ou deux couches de bleu jusqu'à avoir une belle homogénéité. Lâchez un pouce bleu. J'ai perdu ma peinture avec ces conneries. Tac, elle est là. Alors là, je vais utiliser la même peinture. J'ai pas laissé le temps que ça sèche énormément. J'ai pas besoin de nettoyer mon aérographe de fond en comble à ce moment-là. Hop, je
Je vais juste remettre une bonne dose de diluant, bien remélanger. Alors le passage à l'aérographe comme ça rend souvent encore plus mat que le passage au pinceau. La peinture AK a déjà un rendu très mat par rapport à la peinture citadelle, hein, ça c'est un fait. Et le fait de la passer à l'aéro renforce encore cette impression. Voilà. Là on commence à avoir un bleu vraiment opaque et solide. Et ça tombe bien parce que c'est le bleu ultramarine que je souhaite. Je vais commencer à éclaircir cette figurine. Là encore, je vais le faire à l'aérographe parce que, encore une fois, j'aime bien cette technique et j'aime bien cet objet. Mais c'est des choses que vous pouvez faire aussi, soit en brossage à sec. Pensez à faire des brossages à sec les plus doux possibles avec le plus de couleurs en transition possible. Évitez de faire un brossage à sec blanc directement, mais passez par des intermédiaires au fur et à mesure, en fines couches. Et en multipliant les couches, vous aurez un bien meilleur rendu de cette manière-là. Ou au pinceau. Au pinceau, c'est complètement faisable. Vous allez utiliser au pinceau à peu près la même méthode que celle que je vous ai montrée précédemment pour les aplats. Ce qui va changer, c'est que vous allez diluer juste un petit peu plus dans le but d'avoir par transparence une transition plus propre. Donc, je vous montre, si je veux faire un dégradé, je vais prendre un bleu. Alors, je vais essayer de trouver un bleu plus clair. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens, j'aime bien celui-ci. Mon Deep Sky Blue, ça sera ma couleur d'éclaircie. Voilà, sur ma palette, si je prends mon Deep Sky Blue et que j'ai envie de faire un éclairci sur ma figurine, je vais diluer. Donc là, j'arrive à ma dilution pour faire un aplat. Ok. Plus liquide, mais toujours opaque. Si j'utilise cette peinture-là directement sur mon bleu pour faire une transition, je vais non pas avoir une transition, mais une démarcation nette. D'accord? Je vais avoir quelque chose qui va me faire quelque chose de net et opaque. Si je fais ça, je ne vais pas avoir un dégradé, puisque je vais avoir quelque chose de physiquement défini. Donc je vais aller chercher une dilution un poil plus importante, rajouter une petite pointe d'eau supplémentaire dedans, pour avoir quelque chose qui est plus fluide, mais aussi du coup un peu plus transparent. Et c'est ça que je vais utiliser pour dégrader. Je vais pousser ma peinture, ce qui va me permettre d'avoir une transparence qui va se créer, et ce qui va me permettre de créer une transition entre ma couleur A et ma couleur B. Sur une première couche, c'est pas parfait, d'accord? On voit des traces, etc. C'est pas complètement homogène, mais c'est normal, on a une couleur qui est plus transparente, donc en termes d'homogénéité, il va nous falloir plusieurs couches pour y arriver. Donc l'intérêt, c'est que plus c'est fin comme ça, plus ça sèche vite. Je vais pouvoir passer une deuxième couche en partant d'un peu moins loin. Pareil, laisser sécher. Puis une troisième couche. Au bout de 3 couches, généralement, on commence à avoir une opacité intéressante. Mais on peut bien sûr multiplier les passages jusqu'à être content du résultat. Ok? Bien sûr, c'est pas encore tout à fait parfait. On peut apercevoir des petites démarcations encore. Et je vais pouvoir estomper ça en multipliant les couches. Sauf que plus je vais multiplier les couches vers ma couleur B, plus l'intégralité de mon dégradé va devenir proche de la couleur B. D'accord? Donc pour réussir à contrebalancer ça, je peux aussi revenir sur ma couleur A, mon Dark Prussian Blue, la diluer un peu plus que tout à l'heure, pour réavoir de la transparence, et faire le mouvement inverse. Partir
de ma couleur B et revenir vers la couleur A avec quelque chose de très transparent et très fin. Laisser sécher. Et recommencer de la même manière en partant d'un peu moins loin. Laisser sécher. Troisième couche, on commence à arriver à une opacité convaincante. C'est pas encore tout à fait sec, j'attends. Et si jamais je trouve que j'ai trop perdu de ma couleur B, eh ben spoiler alerte, je peux recommencer dans l'autre sens. En multipliant comme ça les passages, soit de la couleur A vers la couleur B, soit de la couleur B vers la couleur A, vous allez au fur et à mesure créer un dégradé de plus en plus propre, lisse et solide. Et c'est comme ça qu'on fait un dégradé. Voilà, vous avez eu un petit tuto comment je fais un dégradé au pinceau. Et en fait, c'est juste une question de patience, de dilution et de passage dans un sens puis dans l'autre jusqu'à être satisfait. Et là, c'est un dégradé avec deux couleurs. Vous pouvez aussi vous faciliter la tâche en multipliant vos teintes. Là, je suis passé de la couleur A à la couleur B. D'accord ? Maintenant, pour me faciliter la tâche, je peux très bien créer une troisième couleur. Déjà simplement en mélangeant mes deux teintes pour avoir un intermédiaire. Et au lieu de faire le grand écart entre mes deux teintes, je vais d'abord faire un dégradé entre la teinte A et la teinte C, puis un dégradé entre la teinte C et la teinte B. Ce qui me permet d'avoir un dégradé A à B, mais avec un intermédiaire qui me facilite la tâche et qui me permet des transitions plus douces. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un dégradé au pinceau. Maintenant que je vous ai expliqué, nous on va gagner un petit peu de temps, on va le faire directement à l'aéro. Je vais mettre du Deep Sky Blue dans mon aéro, le diluer comme tout à l'heure, peut-être un poil plus, histoire d'avoir un peu plus de transparence. Un dégradé entre du noir et du blanc. Parce que tu as besoin de teintes pour donner la couleur de ton M&M. Mais au-delà de ça, c'est un M&M, c'est un dégradé, mais c'est un dégradé particulier parce que au lieu d'être simplement dans le sens de la lumière, avec là par exemple, tu vois, ma lumière tape en haut, etc. Et là j'ai mon ombre. Le M&M il se contente pas de ça parce que tu vas avoir la lumière, mais tu vas aussi avoir la réflexion de l'environnement, la réflexion de la lumière qui rebondit, etc., etc., qui rentre en jeu. Donc c'est un espèce de dégradé multiple avec des sources de luminosité et de reflets multiples. Pour ceux qui se poseraient la question, je suis autour des 1 bar 2. Et je vais poser quelques éclaircies sur les volumes de ma figurine, histoire de faire ressortir les différents volumes de celle-ci. Je vais essayer d'avoir une luminosité assez globale. Je ne cherche pas une luminosité directionnelle ici. Contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire sur les figurines, j'ai envie un peu d'une armée à la Games, avec cette impression de luminosité ambiante qui vient de partout, plutôt qu'une luminosité très dirigée,
comme on peut la voir dans ce que je fais d'habitude, où on a vraiment un angle de lumière spécifique. Là, ma luminosité vient du dessus. Voilà. J'arrive à quelque chose de très clair, et vous voyez qu'on commence à marquer des zones un peu plus sombres. En fait, layering et glazing, ce sont de méthodes, ce sont de techniques de peinture qui te permettent, en fonction de comment tu les utilises et comment tu les appliques, de créer des dégradés. En anglais, blending, c'est un mélange, c'est gradient. En taille d'aiguille, là, c'est une 1,18 de Iwata. Non, les 1,15 de chez Herder et Steinbeck, je les trouve pas forcément utiles parce qu'elles sont très capricieuses. Et je pense que pour un utilisateur lambda qui fait de la peinture, là pour ce que je fais là, j'ai absolument pas besoin d'un aérographe très fin. Là, j'utilise mon aérographe à fond avec un gros spray, etc. J'ai absolument pas besoin de la précision d'une aiguille de 1,18. Je l'utilise parce qu'elle est montée sur mon aéro et que mon aéro est assez polyvalent pour à la fois faire de la sous-couche et des pré-ombrages de ce type-là. Mais le 1,18, il me sert si j'ai envie d'aller peindre le spot ici en rouge, je vais pouvoir le peindre en rouge avec mon aiguille de 1,18. Mais pour faire un pré-ombrage comme je viens de faire, j'ai absolument pas besoin d'une aiguille de 1,18. Tac. Donc là, je commence à avoir ma lumière qui se marque et qui vient éclaircir un petit peu à 0,18. Après, le layering et le glazing, c'est ce que je t'ai montré. C'est du glazing, c'est-à-dire que tu vas faire des glazes, donc des couleurs très transparentes. Alors là, elles n'étaient pas très transparentes, c'est un petit peu un mi-chemin entre les deux. Mais le glazing, en fait, c'est que tu vas faire des filtres de couleurs transparentes, tu vois, pour créer à part des glacis, ton dégradé. Hop. Le layering, c'est un petit peu différent. Le layering, tu vas prendre ta couleur A et faire un aplat de ta couleur A. Ensuite, tu vas prendre ta couleur B et tu vas en inclure dans ta couleur A. Dans ma goutte de couleur A, je vais mettre vraiment une pointe de couleur B. Je vais partir d'un poil plus loin, je vais laisser une marche. Tac. Et je fais mon aplat de A plus 1B, si tu veux. Puis, je vais rajouter une pointe encore de la couleur B. Donc maintenant, j'ai A plus 2B. Et je vais partir d'un poil plus loin. Et je fais une deuxième couche. Donc là, je fais volontairement des marches importantes pour que vous les visualisiez à l'écran. Mais l'idée, c'est de rajouter suffisamment peu de ta deuxième couleur dedans pour que chaque marche soit quasiment invisible. Et ainsi de suite. Et puis encore une pointe. Jusqu'à ce que j'arrive à du 100% couleur B sur la fin de mon dégradé. Ça, c'est du layering. Les avantages et les inconvénients. Le blending, quand tu fais du blending, ce que tu risques d'avoir, c'est des jaunes qui ne sont pas complètement homogènes. Comme tu utilises une peinture très diluée, il y a des endroits où les pigments vont s'accumuler plus facilement que d'autres, où tu vas moins les guider avec ton pinceau, et tu risques d'avoir des zones comme ici. Tu vois, il y a, par exemple ici, il y a une petite zone qui est un peu plus foncée que les zones qu'il y a autour. Donc tu as parfois un manque d'homogénéité. Ici, la difficulté, on le voit, c'est que en fonction de tes mélanges et de la distance sur lesquelles tu vas les appliquer, tu vas créer des marches. Ok. Ce qui est bien, c'est que avec toutes ces méthodologies, tu peux les mixer. Rien ne t'empêche de faire une base en layering, puis ensuite de la blender en faisant des glacis. D'améliorer les transitions en la glaçant par-dessus, petit à petit, une fois dans un sens,
et une fois dans l'autre. Et comme d'hab en peinture, la meilleure technique, c'est celle qui mixe toutes les techniques. Parce que généralement, tu vas essayer de garder les avantages de l'un et enlever les inconvénients de l'autre. Ok. Donc là, j'ai fait mon dégradé. Je suis parti de ma couleur de base et je suis allé jusqu'à la lumière. Mais on le voit sur la figurine, ça donne un bleu très très pâle. Ça manque un petit peu de profondeur, ça manque un petit peu d'assise sur la figurine. On a envie d'un truc qui soit un peu plus bleu solide. Pour ça, je vais utiliser un troisième bleu, le Dark Prussian Blue, qui va me servir de couleur d'ombrage. Je vais le faire aussi à l'aérographe, mais vous pouvez aussi le faire au pinceau. Alors ici, le but c'est de redonner de l'intensité et du bleu à ma figurine. J'ai mis ma petite goutte de Dark Prussian Blue. Je vais la diluer énormément. Ok. Ici, je vais partir sur une grosse dilution. Et je vais la passer en glacis en direction de mes ombres. Le but, c'est de redonner de la saturation à l'ensemble, parce que souvent, quand vous allez faire des dégradés, vous allez aussi un petit peu altérer votre couleur et, lui faire perdre un petit peu de son intensité. Voilà. Tac. Donc là, pourquoi j'utilise le Dark Prussian Blue? Parce que c'est une couleur qui est très saturée. Et en plus de ça, comme elle est un peu plus sombre, en la poussant vers mes ombres, elle va me permettre de commencer à avoir un bleu vraiment sympathique. Voilà, petit à petit, j'arrive au bleu ultramarine que je souhaite. Donc voilà, ça c'est la méthode pinceau. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux bleus. Il y en a un qui est un peu plus sombre que l'autre. Encore une fois, donc moi je vais le faire à l'aéro. Ici, je vais faire un glacis à l'aéro. Donc je vais mettre une pointe de bleu, beaucoup moins que ce que je mets d'habitude. Et là, je vais mettre plus de diluant pour avoir quelque chose de transparent. Ici, je ne cherche pas à faire une couche opaque, je cherche à faire un voile qui va venir teinter la couleur. Et donc là, quand je remonte la peinture sur le côté de mon godet, je veux voir le métallique apparaître. Je veux pas quelque chose d'opaque. J'hésite pas à insister un peu en contre-plongée dans les ombres pour intensifier d'autant plus le bleu dans ces zones-là. Voilà. Et de la même manière que j'ai fait un glacis avec le bleu foncé, je peux venir reteinter un petit peu mes couleurs d'éclaircie avec mon bleu moyen, donc le Dark Prussian Blue. Je vais quand même le garder un peu clair, parce que maintenant je vais commencer à faire des éclaircies d'arête. Et les éclaircies d'arête, c'est bien, c'est joli, c'est chouette, mais ça a tendance à beaucoup se voir. Et pour les atténuer et les fondre un petit peu dans l'ensemble, le meilleur moyen c'est de repasser des glacis de votre couleur de base dessus. Mais à ce moment-là, vous avez tendance aussi à assombrir la figurine. Donc il vaut mieux que j'ai un peu de marge de manœuvre avec une figurine un peu plus claire que ce que je souhaite au début, sur laquelle je vais pouvoir ensuite passer des glacis pour égaliser et fondre tout ce dont j'ai envie, sans trop assombrir ma figurine. J'ai pas envie de mettre du violet dans les ombres, j'ai envie d'avoir ce bleu. Parce que dans mes ombres, j'ai mon Dark Prussian Blue en fait qui assombrit déjà pas mal la figurine. Hein. Je vais faire exactement ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur mon pouce là, enfin sur mon ongle avec le layering. Pour faire des éclaircies au pinceau. Donc je vais, tu vois là j'ai préparé toutes mes teintes de ma couleur A à ma couleur B. Donc ici j'ai le Dark Blue, ici j'ai le Deep Sky Blue, pardon, tac, qui va me servir d'éclaircie. Et je vais pouvoir comme ça piocher au fur et à mesure à l'intérieur pour commencer à éclaircir ma figurine. Je vais commencer par un intermédiaire, par là, tac.
Et à l'aide de la pointe de mon pinceau ou de la tranche de mon pinceau, je vais éclaircir toutes les arêtes de la figurine. Et là, c'est un petit peu laborieux, fastidieux et long. Soit vous prenez la pointe de votre pinceau et vous allez la tracer avec la pointe. Ok. Mais ce qui est difficile, c'est d'être fin, régulier et homogène. Soit vous allez prendre de la peinture sur votre pinceau et vous allez profiter de la sculpture de votre objet pour passer la tranche de votre pinceau sur l'arête. Si j'ai l'arête d'un objet, ok, donc là c'est l'arête de ma pyramide à peindre. Je veux peindre cette arête-là, d'accord. Si je passe mon pinceau directement sur l'arête, la pointe de mon pinceau, qui est assez souple, risque de passer une fois à gauche, une fois à droite, et sur mon pinceau, là, au lieu d'avoir une arête propre et homogène, je vais avoir un zigzag qui va se faire, ce qui fait que quand je vais regarder mon arête de profil, je vais avoir un coup du clair, un coup plus de clair, un coup du clair, un coup plus de clair. Et ça va me créer un éclairci qui est pas très propre. L'autre astuce, c'est d'essayer de peindre vraiment juste votre arête ici, là, d'un côté, plutôt que de le peindre sur l'arête. Mais dans ce cas-là, attention à la précision et à l'homogénéité de votre trait, de façon à éviter d'avoir des gros débords, etc. La petite alternative, la petite astuce, c'est d'au lieu de passer votre pinceau, donc là c'est la version passer le pinceau à la verticale dessus que je vous ai montré. L'autre astuce qui fonctionne bien, c'est que sur votre objet, vous allez passer votre pinceau à l'horizontale. Et au lieu d'essayer de peindre du coup avec la pointe, vous allez peindre avec le côté du pinceau. Et au lieu que ça soit le pinceau qui peigne l'arête, finalement c'est l'arête qui se peint dans le pinceau. Puisqu'il suffit de passer votre pinceau le long de l'arête, dans le sens de l'arête, pour qu'elle dessine, pour qu'elle laisse en fait, pour que le pinceau, les poils du pinceau, laissent une pointe de couleur physiquement juste sur l'arête elle-même, puisqu'il ne va y avoir que l'arête qui va passer dans cette zone de couleur sur votre pinceau. Et ça va vous donner une peinture bien nette. La difficulté, c'est que parfois, le principe là, c'est que en fonction du sculpte, parfois on a des arêtes aujourd'hui avec les sculptes en plastique qui sont très très fins. Et parfois le souci, c'est que quand vous regardez votre objet d'un côté, vous allez voir l'arête parce que c'est parfois un petit peu difficile d'être à 100% pile dessus. Puis si vous êtes pile dessus, vous allez vraiment peindre que le côté effilé de la pointe. Mais souvent, on va avoir une légère inclinaison et du coup, votre peinture, elle va se trouver d'un côté de l'arête. Donc déjà, ça va vous permettre de faire un côté bien propre. Mais quand vous allez regarder votre figurine sous l'autre angle, vous n'allez rien voir. L'idée, c'est de passer votre pinceau avec une inclinaison d'un côté, puis ensuite de passer votre pinceau avec l'inclinaison dans l'autre, pour réussir à avoir l'arête qui est peinte des deux côtés de l'objet. Ce qui va vous faire du coup un joli éclairci d'ensemble sur toute la figurine. Je le fais, l'ultra, je le fais comme j'ai envie de les faire moi, pour moi en fait. J'ai envie d'un bleu roi, comme j'aime. Donc j'ai commencé avec mon bleu moyen intermédiaire là, et au fur et à mesure, je vais prendre un bleu de plus en plus clair et reprendre mon arête. Vers les zones de lumière les plus importantes. J'essaye d'être homogène et fin et égal de partout. Ces zones les plus claires, je vais éviter d'aller les faire dans les recoins les plus sombres, mais j'essaye de contraster. Et je vais prendre de temps en temps des intermédiaires dans ma palette pour venir fondre les nuances entre elles, si jamais j'ai une zone une démarcation qui se fait un peu trop forte. Où on va faire toutes les arêtes de la figurine. Et pour que ça fonctionne bien,
il faut absolument toutes les faire. Plus vous allez être fin et précis, plus ça va être propre. Et plus vous allez prendre votre mal en patience pour toutes les faire, plus le rendu final va être chouette. Je vais essayer d'avoir les arêtes les plus claires, donc les plus proches de ma couleur B, dans cette zone-là, autour des épaules et de la tête, de manière à attirer le plus possible l'œil sur le visage, qui est un point focal important. Et plus je vais m'éloigner de cette zone-là, plus je vais aller dans les ombres, plus sur ma palette, mes éclaircies, je vais les chercher près de ma couleur B. D'accord? Donc plus je suis dans la zone focale de la figurine, plus je vais aller chercher vers la couleur B. Plus je suis dans les ombres ou dans les zones moins focales, plus je vais aller chercher vers la couleur A. Ok? La petite astuce des arêtes, là, ça marche pas forcément. Ici, par exemple, j'ai absolument pas la possibilité de passer mon pinceau en arête sur la tranche. Donc c'est là que il va falloir repeindre avec la pointe de votre pinceau. Et c'est là qu'il va falloir faire appel à toute votre dextérité pour essayer d'être le plus propre et net possible. Et si jamais j'ai un trait un peu disgracieux qui fonctionne pas bien, qui déborde un peu trop, je peux tout à fait reprendre ma couleur et venir essayer de glacer, d'estomper cette éclaircie. Donc je vais chercher vraiment toutes les arêtes. Alors il y a des endroits où je sais que ça sera pas bleu au final, donc sur cela je m'embête pas. Mais sur toutes les zones bleues, je vais faire toutes les arêtes. Voilà, on détourne bien tout. Alors pour le pinceau, c'est un Abteilung taille 2. De temps en temps, vous vous rappelez des glacis dont je vous ai parlé qui sont vachement pratiques pour fondre entre elles les couleurs. Et bien de temps en temps, comme ça, quand je finis une zone, notamment là où j'ai pu déborder un petit peu avec un trait qui n'est pas aussi net que ce que j'aimerais, ou quand j'ai mal pioché ma couleur et que je me retrouve avec une couleur qui est très claire par rapport à la zone où ça se trouve, je vais faire un glacis. Donc là, je vais prendre mon Dark Prussian Blue, puisque je suis dans les zones les plus basses de la figurine, donc les plus sombres, et je vais glacer la zone pour filtrer, créer un filtre de couleur bleu foncé par-dessus ça. Ce qui va me permettre d'inclure, d'homogénéiser un petit peu le rendu. Ça me permet de baisser un petit peu l'intensité de certains bleus que j'ai pu mettre, de bleuter un peu la zone. Plus vous en faites, plus vous réussirez à faire des arêtes propres rapidement. Prenez votre temps, respirez, ne bloquez pas votre respiration. Faites en sorte d'être appuyé bien stable. Là, j'ai un appui solide sur ma table. Mes deux mains sont proches l'une de l'autre, se touchent même. J'ai toujours un appui soit entre mes deux mains, soit sur ma poignée de peinture, qui me permet d'être stable finalement, comme si j'écrivais sur une feuille, sur mon bureau. Ce qui me permet de gagner énormément en précision. Apparaître quelques éclaircies bienvenues. Donc là, si je veux, c'est généralement l'étape que je fais tout de suite après sur du Marines. Parce que toutes les zones que je veux avoir vraiment en noir profond, je vais les faire tout de suite sur le bleu, là, avec un petit lavis de noir. Ce qui permet de les faire ressortir. Les zones que j'anticipe peindre en métallique, en acier, en métallique gris, je peux aussi directement les traiter avec une petite touche de noir, ça leur fait pas de mal. Ça permet d'avoir un métallique plus propre, plus contrasté. Voilà, donc assez rapidement, on a notre deuxième couleur qui est faite avec le noir.
La seconde couleur, donc après le noir, ça va être le doré. Pour le doré, je vais prendre mon brass de chez Aka. Et je vais en mettre une petite pointe, non pas sur ma palette humide, mais sur mon chiffon humide. Je vais vous remontrer cette petite technique. Alors, un truc qui est bien aussi avec le brass, c'est que avant de l'appliquer sur votre figurine, prenez un petit Russet Shadow, Renskin Shadow, un brun rouge un peu foncé, voilà, que j'ai mis sur ma palette, ici, tac. On va le diluer suffisamment pour en faire un aplat. Avant de passer votre doré sur votre figurine, vous allez faire un petit aplat de marron sur les zones que vous allez vouloir en doré après. Et donc maintenant, sur cette base de marron, je vais pouvoir reprendre mon gold directement sur mon chiffon, qui se sera dilué un petit peu avec l'humidité du chiffon, sans devenir trop liquide comme sur une palette humide. Je fais en sorte de lisser le plus possible ma peinture. Ce qui va me permettre de pouvoir venir appliquer un petit peu de doré. Je vais avoir quelque chose de fin et d'opaque assez rapidement avec cette méthode. Première partie où on a fait l'armure bleue, on a fait le rouge aussi du gun, du fulgurant, on a fait les parties métalliques. En blanc, je vais avoir différents éléments. Je vais avoir le crux sur la genouillère, le crux sur l'épaule. Je vais avoir aussi la tête qui sera en blanc. Elle est pour l'instant sous-couchée en noir. Faire du blanc en partant d'une sous-couche noire. Je vais commencer d'abord sur le bleu ici, sur les crux, pour vous montrer. Pour le blanc, on va aussi faire des aplats, mais on va partir avec des couleurs qui vont permettre de casser un petit peu la couleur sous-jacente. Donc je vais partir avec différentes nuances de gris. Je vais commencer d'abord par le Grey Blue, qui sera ma couleur de base, qui me permettra de venir casser un petit peu la saturation du bleu et avoir cette teinte de gris qui me servira d'ombre finalement à mon blanc. Ensuite, je vais passer au Pale Blue. On voit, c'est une couleur qui est plus lumineuse et qui va me permettre d'éclaircir un petit peu ça, de commencer à marquer les volumes. Et puis le blanc, forcément, au final, qui me servira d'éclaircie de fin et de lining, de couleur aussi pour ces trois parties. Comme on l'a vu dans la première partie du tuto, on va principalement utiliser des aplats et des glacis pour faire les transitions entre tout ça. Je vais mettre 3 gouttes sur la palette. Tac. Et on va attaquer. Le problème du blanc, c'est souvent une couleur qui fait un petit peu peur parce que ce sont des pigments qui sont très peu couvrants. Les pigments de peinture, plus ils sont clairs et chauds, moins ils sont couvrants. Plus ils sont froids et foncés, plus ils sont couvrants. C'est pour ça que c'est plus facile de faire un aplat de bleu sur une surface noire que de faire un aplat de blanc ou de beige ou de jaune sur une surface noire. L'idée donc pour compenser ce manque de couvrance, c'est d'augmenter le nombre de couches. Sauf que si je fais, je sais pas, 25 couches de blanc pour arriver à un blanc suffisamment opaque sur mon support, je risque de commencer à ressentir des surépaisseurs. Donc là je commence avec une peinture légèrement diluée, suffisamment fine, suffisamment fluide pour être vraiment fine, mais pas complètement transparente. Je veux garder un petit peu d'opacité. Voilà, et je vais commencer par faire un aplat de cette couleur-là. Là, vous le voyez, le gris est plus clair que le bleu qu'on a utilisé en fond, donc ça me permet déjà de commencer à monter vers la luminosité. L'idée, c'est donc de prendre des couleurs intermédiaires comme ceci, qui vont permettre de réduire le grand écart de contraste qu'on va avoir entre la couleur sur laquelle on peint et la couleur finale que l'on vise. Mon bleu que j'utilise en fond sur ma figurine, donc c'est pas tout à fait celui-là, mais c'est quasi pareil, voilà. Vous voyez que la différence entre celui-ci et le blanc que je cherche,
Elle est très grande. Il y a un très grand chemin entre la luminosité de ce blanc qui est pas noir mais qui est quand même proche du noir et ce blanc qui est carrément à l'opposé si on trace une ligne entre le noir et le blanc. Et on a comme ça un gradient de luminosité, d'accord? C'est pour ça que si vous faites un aplat de noir sur du blanc, ça marche très bien, c'est très opaque très vite, alors que si vous faites un aplat de blanc sur du noir, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est de faire des intermédiaires. Parce que plutôt que de faire 25 couches de blanc pour arriver à quelque chose d'opaque, je peux faire une couche de gris moyen qui sera plus couvrant que le blanc et qui va me permettre de recouvrir la couleur sous-jacente avec moins de couches, parce que moins transparent, d'avoir du coup un moins grand écart à faire avant d'arriver sur mon blanc. Et donc au lieu de faire, j'exagère, 25 couches de blanc, je vais en faire une de gris clair et une de blanc. Mais l'idée est là. Quand vous allez faire des couleurs plutôt claires et chaudes, donc tout ce qui va être du côté du cercle chromatique autour des jaunes, blancs, beiges, etc., utilisez des intermédiaires pour remonter votre teinte depuis une couleur plus foncée. Ça vous permettra de faire moins de couches, parce que vous allez créer ces intermédiaires qui vont casser l'intensité des couleurs sous-jacentes. Dans l'application, je vais commencer aussi à réfléchir à mes ombres et lumières. Ici, avec celui-ci, je fais plus simplement un aplat, mais je commence à positionner ma peinture là où je veux des ombres, enfin là où je veux des lumières. Je laisse apparaître le gris-bleu précédent dans les interstices, dans les linings, dans les ombres. Et je vais pouvoir passer au blanc en dernière étape. Jongler en fait sur la distance sur laquelle vous appliquez votre blanc pour donner la distinction entre une pièce blanche et une pièce gris clair. On va éclaircir, je passe avec mon pastel. Et on arrive petit à petit au blanc. Étape par étape. Et donc pour la tête, c'est exactement pareil, même si vous partez d'une base noire. Le travail va être le même et le même principe. L'idée, c'est de faire des intermédiaires. Alors, je vais pas garder le noir pour l'ombre, parce que une pièce blanche, enfin, tu vois, une pièce d'armure blanche comme ça, dans un environnement lumineux, elle va rarement avoir des ombres noires très marquées. On va être plutôt sur des gris bleus foncés, etc. Alors, aérographe pour pulvériser directement sur l'avant de la tête, la partie qui est la plus à la lumière, exposée à la lumière, et commencer à marquer un petit peu des ombres. Histoire de créer une petite transition encore entre les deux. Je me concentre sur les parties hautes de la pièce. Tac. Vous le voyez blanchir petit à petit, couche par couche, étape par étape. Avec un petit lining de blanc. Alors là, on y va au blanc pur. Et je vais reprendre les arêtes en blanc pur. Profondeur et de volume. On va reprendre avec le rouge un petit point d'éclaircie. Sur le haut de l'œil. Je vais en profiter aussi là-haut, je vais faire la petite loupiote là. Les parchemins. Ben justement, on parlait des blancs juste avant. On a fait un blanc froid pour tout ce qui est plaque d'armure. Et maintenant, on va faire un blanc chaud, crème, pour les parchemins. Tu vois, c'est exactement la recette que je t'ai donnée tout à l'heure. Je vais commencer par un... C'est ça, dark brown. J'essaye de pas déborder et je fais un aplat opaque. Puisque je vais partir de ce dark brown qui sera ma couleur la plus sombre sur mon beige. Un peu comme tout à l'heure, j'ai fait un aplat le plus opaque possible de blue gray pour faire mon blanc sur le bleu. Là, je fais la même chose, mais ce coup-ci en dark brown.
Ensuite, je vais prendre un petit peu de Decompose Flèche. Alors si vous n'avez pas le Decompose Flèche, vous avez le Vampiric Flèche ou d'autres, le Lighter, ce genre de teintes qui peuvent fonctionner aussi. Je vais prendre le même Decompose Flèche, je vais le diluer énormément pour faire un glacis, comme on l'a vu l'autre jour. Et je vais glacer toute la zone, ce qui va me permettre de lier légèrement l'ombre avec la lumière que je viens de créer. Après, je vais prendre mon gris migré. Et je finis avec un petit glacis très fin, très léger de ma couleur de base, le Dark Brown. Pour redonner un peu de nuance, un peu de couleur. Dans lequel je viens rajouter une pointe de beige red. Pour l'éclaircir. Ça me donne un rouge un peu désaturé qui tire presque un peu sur le rose. Ça me permet de contraster avec les autres rouges tout en restant bien visible. Ça fait un rouge un peu moins chaud, ça me va bien. Hop, je vais finir avec du beige red pur. Suffisamment dilué pour être très fin. Et en même temps, je charge très peu mon pinceau. Ce qui va me permettre d'être suffisamment précis avec la pointe pour venir vraiment marquer juste quelques petits éclaircis bien ciblés. Petit coup de noir sur le socle, histoire de rendre ça un poil plus propre. Commencer à bien séparer les différentes teintes. Comme ça, ils se font plus dans son socle. On est arrivé là. On a déjà un bel ultramarine. Hein. Si vous les avez tous comme ça sur votre table jeu, je pense que vous pouvez bicher. Mais il lui manque encore quelques petits trucs emblématiques pour être un vrai ultramarine. Il lui manque les fameux U. Et pour ça, on va poser quelques décalcos. Décalco Space Marine pour les nuls. Quelques décalcos sur cette ultramarine, ça sera une des dernières étapes. En tout cas, on est toujours dans les étapes du marking. J'ai récupéré quelques plaques de décalco Space Marine, ultramarine en particulier. Et ici, j'ai des marquages d'épaulettes un peu plus larges qui correspondent aux épaulettes des Terminators. Je vais commencer par humidifier un petit sopalin. Donc j'utilise celui de ma palette humide, là, tac. Vous voyez que je le détrempe généreusement. Et à l'aide d'un scalpel, je viens enlever les décalcos qui m'intéressent. Donc là, je vais utiliser ce U. Alors, munissez-vous aussi d'une petite pince comme ça, une petite pince de modélisme, petite presselle là, très utile pour manipuler les décalcos. Et je vais les poser sur mon sopalin humide. Quatrième escouade de la première compagnie ultramarine. Est-ce qu'on a d'autres éléments? Ouais, là j'ai envie d'utiliser un mini U que je rajouterai sur une autre zone de l'armure. Hop. Ce qui me fait 4 décalcos à mettre sur mon bonhomme. Ensuite, je vais me saisir d'un produit très important pour la pose de décalco. Moi, j'aime bien utiliser le Decal Softener de chez Green Stuff World. Il existe aussi le décalque adaptateur de chez AK. La différence entre les deux, c'est que celui-ci est plus agressif, plus fort, l'autre est plus doux. Le risque avec celui-ci, c'est d'abîmer vos décalcos ou d'abîmer la peinture si vous avez la main trop lourde. Si vous êtes un peu frileux de là-dessus, n'hésitez pas à utiliser la version de AK qui sera plus douce, vous aurez moins de risque d'abîmer votre peinture ou vos décalcos. Mais comme il est plus doux, il est aussi moins actif, moins rapide, et il faudra du coup passer plusieurs couches pour atteindre le même résultat. D'accord ?
Le principe de ce produit, c'est qu'il va assouplir votre décalco, il va le ramollir dans le but de l'adapter à la surface que vous voulez utiliser. J'en mets une petite goutte aussi sur ma palette. Ensuite, je vais sélectionner les zones où je vais mettre les décalcos. Ici, par exemple, l'épaulette. Tac. Je vais me saisir du décalco lui-même, d'un pinceau propre. Pinceau que je vais légèrement humidifier, hein, il est un petit peu humide. Et je viens humidifier la zone avec de l'eau. C'est possible, Tilato, mais n'hésite pas à passer un petit coup de fil avant, histoire que le magasin soit prévenu et soit prêt à t'accueillir. Et si jamais ils ont un empêchement, ils pourront te dire, ce qui t'évitera des déplacements inutiles. Voilà, je pose mon décalco, qui n'est pas forcément droit du premier coup, qui n'est même pas centré du tout. Mais maintenant, à l'aide de l'eau, ou même à l'aide de ma petite pince, je vais pouvoir le déplacer. Voilà. Je fais en sorte de bien l'aligner, je regarde qu'il soit bien au centre de mon épaulette, que l'axe soit bien droit, qu'il ne soit pas penché, etc. Vraiment, je peux essayer de chasser un peu l'air dans les plis, je peux essayer de bouger légèrement le volume, mais très léger, vraiment délicat, avec la pointe du pinceau bien propre. Et vous allez voir que le décalco va se dissoudre très très vite. Donc il faut être le plus rapide possible. Là, le softener, il faut plus rien toucher et il faut attendre que ça sèche. Ça va mettre un petit moment à s'évaporer, à agir. Et quand il aura fini de sécher, il va se remettre en place. Et le décalco va s'aplatir, va s'inclure dans le volume et ne va plus bouger du tout. Il sera fixé et aura pris la forme du volume sur lequel vous l'avez placé. Alors moi, j'utilise pas le fixeur, j'utilise directement le softener. Comme c'est une figurine qu'on va vernir après, je n'utilise pas de fixateur. J'utilise juste le softener pour que le produit épouse la surface, tu vois. Mais j'utilise pas le deuxième. Comme tout à l'heure pour le blanc, le fait de passer par un intermédiaire, ça me permettra de remonter plus facilement ma couleur. Mais ça me permet aussi de corriger si jamais je me foire. Pendant ce temps-là, les décalcos ont commencé à bien sécher là. Et là, on n'a plus aucun pli, aucun repli ou quoi que ce soit. On est sur quelque chose de très net et très lisse. Je vais néanmoins pas les retoucher tout de suite. Je vais encore attendre un petit peu, histoire d'être vraiment sûr et certain que ça ait bien eu le temps de sécher. Je vais commencer par tracer des lignes en essayant d'être le plus régulier possible. J'ai pas envie que le gantelet soit entièrement damier. Je pense que 3 cases comme ça sera parfait. Maintenant, la distance que j'ai ici entre ces deux lignes, je vais essayer de la recréer ici pour créer un carré. Hop. J'essaye comme ça d'avoir la précision et la régularité. Voilà, donc une fois que j'ai mon tracé, je viens remplir les cases une par une avec la pointe de mon pinceau, une peinture légèrement diluée. Et là, le but du jeu, c'est de ne pas dépasser. Hop, je prends ma couleur un poil plus claire et je vais commencer à éclaircir les cases. Je vais finir par un petit glacis très transparent, très léger, qui va me permettre de les lier un petit peu avec le reste du gantelet. Et on a notre ultramarine. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-il pas beau et fringant? Il ne lui manquera qu'un petit vernis à la fin. Et on aura une belle figurine prête à rejoindre l'étape de jeu. Voilà,
Donc voilà comment j'envisage la peinture d'une armée pour mon compte. Voilà le genre de méthodologie que j'utilise quand je peins pour moi, pour me faire plaisir en loisir. Vous voyez que c'est un petit peu différent de ce que j'ai que j'ai tendance à vous conseiller d'habitude dans les tutos un petit peu entre guillemets débutants ou rapides. Parfois aussi retrouver un peu du kiff en peignant peut-être un peu plus lentement, en prenant un peu plus son temps sur ces modèles, mais en arrivant à avoir un rendu qui nous convient mieux, dans lequel on trouve plus de kiff pendant le process. Bah, c'est aussi une autre manière de consommer la peinture de figurines, moins être dans le rush de la rapidité et plus sur le temps passé sur la peinture, ce côté un peu plus loisir créatif.